Je m'appelle Ariane et en tant que community developer pour Malte, je viens d'organiser des événements en live, mais aussi des webinaires en virtuel pour Malte, du coup, et surtout autour des sujets tech, parce qu'on a vu qu'en fait, il y a une vraiment très, très grande communauté tech sur Malte, et on essaie vraiment de, voilà, organiser plein de webinaires, plein d'événements, plein de contenu qui est intéressant pour vous en tant que dev ou en tout cas intéressé à des sujets tech. Voilà, je vois plein de gens qui sont déjà sur Malte, voilà. Alors, juste pour vous dire, ça, c'est l'agenda pour aujourd'hui. Peut-être s'il y avait déjà voilà, des gens qui ont fait partie des autres webinaires. Vous connaissez cette petite introduction. Du coup, désolée, mais en fait, c'est juste aussi s'il y a au cas où il y a des gens qui connaissent pas encore Malte. En fait, je parle de 2-3 petits updates, des trucs à l'actualité aujourd'hui. Après, je laisse la parole à Kevin qui va nous présenter Angular pendant 1 heure. On va apparemment tout savoir. Alors, moi, je suis curieuse. Et après, on a le temps d'avoir toutes vos questions. Du coup, moi, je vais regarder le chat. Et Quentin, tu m'as envoyé un mail il y a quelques semaines concernant un ancien webinaire et il n'a pas eu de réponse. Peut-être tu n'avais pas mon bon adresse mail, alors je vais le laisser dans le chat après, t'inquiète. Et aussi, si vous avez d'autres questions, on va en fait essayer de répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire. Du coup, qu'est-ce que c'est Malte? Malte est la plateforme de freelance numéro 1 en Europe. Il y en a plein en fait maintenant aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent devenir ou sont déjà des freelances. Mais en Europe, voilà, Malte est la plateforme la plus grande. Et Malte a été créée en France il y a 10 ans. Alors, ça existe déjà depuis un petit moment. Et maintenant, en fait, on a un bureau à Paris, à Lyon, à Madrid, à Munich et à Berlin. Alors, on est en Espagne, maintenant aussi en UK et aussi aux Pays-Bas. Ça fait 1 an, en fait, qu'on est là-bas. Alors, ça grandit. On a aussi pas mal de soutien d'investisseurs, comme vous voyez ici. Alors, ça, c'est vraiment cool. Et maintenant, on a plus de 400 000 consultants indépendants sur Malte et 255 000 de missions effectuées avec succès sur Malte. Alors vraiment, vous faites partie, si vous êtes déjà sur Malte, d'un vraiment un grand événement, un grand truc qui s'est développé les dernières années. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez trouver sur Malte? En fait, Malte vous met en relation en tant que freelance avec des entreprises de pas mal de secteurs. Vraiment, vous trouvez tout, du retail et e-commerce jusqu'à santé, commerce, biens de consommation, agence, industrie, transport, énergie. Alors, vous pouvez aussi, en fait, sur Malte, dire quels sont les secteurs qui vous intéressent, les industries qui vous intéressent pas du tout. Et comme ça, vous pouvez aussi filtrer les offres que vous allez recevoir. Et vraiment, il y en a à tout. On a des petites entreprises, des grandes entreprises. Vous trouvez vraiment pas mal de missions très, très intéressantes. Du coup, ça serait tout de ma part. Moi, je suis ravie de dire bonjour à Kevin, qui sera là aujourd'hui en tant que notre speaker. Alors, Kevin, je te laisse la parole et voilà, merci encore une fois à tout le monde d'être là. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Ariane, pour cette opportunité. Du coup, je suis très content de vous trouver aujourd'hui pour vous parler d'Angular, qui est ma passion depuis très longtemps, depuis 7 ans, depuis qu'Angular existe en fait. J'ai intitulé ce webinaire « 1 heure pour tout savoir sur Angular en 2023 ». Alors pourquoi est-ce que je l'ai appelé comme ça? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis juin 2022. On va savoir ce qui s'est passé en juin 2022. Et du coup, voilà, donc on va voir ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et ce que nous réserve le futur de Angular. Donc, avant de commencer sur ce sujet-là, on va faire un petit point intéressant sur la hype autour d'Angular. Déjà, est-ce que tout le monde voit mon écran? Normalement, vous pouvez voir une slide, 1 heure pour tout savoir sur Angular. Ça devrait être OK. Le son aussi, je pense. OK, impec. Top. Donc, je disais, on va faire un petit point sur la hype autour d'Angular. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Angular depuis longtemps, mais en ce moment, la hype autour de Angular, elle n'est pas si terrible que ça. Là, on peut voir 2 screenshots d'influenceurs. Donc, on a Benjamin Code à gauche, qui est un influenceur français, qui a tweeté il y a le 16 janvier, donc c'est il y a 2 mois et demi, hein, c'est hyper récent. Il a tweeté la mort d'Angular. À droite, on a Théo, qui est un influenceur américain, qui lui a tweeté une petite pique à Angular, qui ont tweeté il y a le 12 janvier, une évolution sur la version 15.1
Et voilà, Théo s'est un petit peu moqué de ça en disant c'est ça l'évolution, c'est ça l'innovation d'Angular. Donc voilà, on voit que Angular, niveau réputation, c'est un peu bizarre. Et ça se confirme, a priori, quand on voit ce tableau-là. Alors, ce tableau-là, c'est quoi? Il est issu du State of JS, qui est un survey qui arrive chaque année dans l'écosystème JavaScript. Et donc, cette année, du coup, l'année dernière, en 2022, les développeurs et développeuses JavaScript ont répondu à un questionnaire sur l'écosystème JavaScript. Et on voit que Angular, il est là, quoi, dans la catégorie C, à côté de Ionic, Gatsby, Browserify, Gulp, etc. Et qu'au rang S, on a Svelte, au rang A, on a React. Donc, je vous avoue, c'est un peu embêtant. Moi, voilà, ça fait 7 ans que je suis dev Angular, donc je me suis dit, mince, est-ce que mon avenir en tant que dev Angular, il est foutu? Est-ce que je dois me tourner vers React? Qu'est-ce qui se passe? Ou vers Svelte, etc. Qu'est-ce que je fais? Mais en fait, est-ce que la réalité du marché, elle est vraiment comme ça? Eh bien, c'est pas si sûr. En fait, ce chart-là que vous voyez, il est issu, donc il montre de octobre 2021 à novembre 2022 les offres d'emploi front-end. Donc là, on peut voir que React, il y a eu 354 000 offres d'emploi en 2022. Et Angular, il est juste à côté, en fait. Il est juste en dessous avec 211 000 offres d'emploi. On peut voir que les autres, ils sont bien en dessous, vu 64 000 et tous les autres, donc Svelte, etc. 24 000, presque 24 000. Donc, bon, moi, je trouve que c'est pas si mort que ça. Et en fait, là, sur ce graphique-là, on peut voir qu'en France, c'est même l'inverse. Là, en rouge, c'est les job offers en Angular et en bleu, c'est les job offers en React. Donc, on peut voir que, par exemple, aux États-Unis, il y a 31% d'offres d'emploi Angular, alors qu'on a 54% en React. Mais en France, on a 45% pour Angular et 40% pour React. Donc, vous voyez bien que le framework n'est pas si mort que ça et qu'au contraire, en fait, en France, c'est plutôt l'inverse. Angular a plus le vent en poupe, je ne sais plus comment on dit, bref, que le vent en poupe que React. Et du coup, voilà, si demain, un de vos collègues qui fait du React se moque de vous en lui disant « Ah bon, tu fais de l'Angular c'est pas terrible, quoi. » Envoyez-lui ce graphique et puis peut-être que son avis changera. Donc moi, c'est Kevin Tail-Decordi. Je me fais appeler Kevin Tail sur les réseaux parce que c'est plus court et plus simple à se souvenir et à écrire. Donc, je suis IT freelance depuis 10 ans et donc je suis expertisé Angular et je suis actuellement tech lead chez Hermès. Et donc, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux que vous voyez à l'écran. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Angular, ils ont envie de changer de plein de choses. Ils ont envie de renaître. Et c'est ce qu'on voit là à travers ce tweet de Sarah Dressner, qui est la Head of Engineering de Google. Elle nous parle de renaissance d'Angular. Bon, son avis est peut-être un petit peu biaisé parce qu'elle travaille chez Google, je le rappelle, Angular, c'est Google. Ça vient de Google. Donc voilà. Mais c'est quand même intéressant qu'elle nous parle de ça. Et pourquoi? C'est ce qu'on va voir. Mais il n'y a pas qu'elle. En fait, il y a même le fameux Théo. Vous voyez, le Théo qui a tweeté le 16 janvier que Angular était mort ou que voilà, il se moquait d'Angular. Le 8 mars, donc un mois et demi après, il a tweeté ça. The Angular Comeback. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que d'un coup, il retourne sa veste comme ça? Il s'est passé ça. Il s'est passé Angular 14. En fait, le 2 juin 2022, Angular a sorti sa version 14 et ça a changé beaucoup de choses. Si jamais vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, peut-être que vous avez entendu parler de tout ça. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses qui se sont apparues et c'est le sujet de mon talk aujourd'hui. Et c'est tout ça dont je vais vous parler. Mais en tout cas, le but d'Angular, de la team Angular, lorsqu'ils ont fait ça, il était très clair, c'était de regagner en popularité en rendant Angular plus simple et plus moderne. Parce que c'est vrai que, j'avoue, Angular, c'est difficile. Quand on vient d'un framework externe ou quand on vient de l'univers back-end,
j'ai plein de collègues ou d'anciens collègues qui voilà, faisaient du PHP, faisaient du Java, choses comme ça. Quand ils se mettent à Angular, bah, ça fait bizarre parce qu'il y a plein de notions un petit peu étranges à apprendre. Bon. Et ça, la team Angular, ils en sont largement au courant et c'est pour ça qu'ils ont voulu simplifier et moderniser Angular. Ça a commencé par quoi? Ça a commencé par les standalone components. Les standalone components, c'est bye bye ng module. Donc, on va voir ce que c'est, mais d'abord, on va voir ce que ça va vous apporter. En gros, aujourd'hui, sans les standalone components, si vous faites un ng-new, donc si vous créez une nouvelle application Angular from scratch, c'est ça que vous avez. Vous avez ce workspace-là, cette application-là, sans le standalone component. Donc, on a notre app component ici, .css, .html, .ts, et notre app module. Voyez, sauf que les standalone components nous permettent d'arriver à ce résultat-là. App component.ts, et puis c'est tout. C'est plutôt intéressant, je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien quand il y a moins de fichiers, parce que du coup c'est plus simple. En tout cas, on va voir comment ça fonctionne. Petit rappel, hein, à nouveau, jusqu'à maintenant, sans les standalone components, comment est-ce que ça se passe? Et bien là, on a notre app component, ici, avec le selector, le template URL qui va pointer vers le HTML, et le style URL qui va pointer vers le CSS. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh ben, il faut que vous créez votre app module, il faut qu'il y ait un app module, que vous déclarez le app component dans le app module, et que vous le bootstrappez pour dire à Angular, bah tiens, c'est ce composant-là que je veux que tu affiches en premier, que tu bootstrap pour l'afficher à l'utilisateur. Et à la fin, une fois qu'on a fait ça, dans notre main.ts, donc le fichier principal, le main.ts, c'est le fichier principal qui va afficher, c'est là où on va brancher au final notre principal module, notre composant. Ici, on fait un platform browser dynamic.bootstrap module et on lui passe le app module. Donc, vous voyez, c'est un peu verbeux, quoi. C'est un peu dur. Et là, les standalone components, c'est là qu'ils arrivent, puisqu'on peut très facilement passer un component non standalone en mode standalone. Il suffit de lui passer cet attribut, cette propriété standalone, et de la mettre à true. Et juste en faisant comme ça, eh ben, c'est bon. Votre composant, il est en standalone. Bah, du coup, le but, hein, on l'avait dit, c'est d'enlever les modules, les ng modules. Bah, du coup, les ng modules, j'en ai plus. Mais comment est-ce que je fais maintenant pour afficher ce composant de base dans mon application, pour dire que c'est ce composant-là qui doit être affiché? Eh ben, ça, c'est mon main.ts et il devient comme ça. En gros, j'ai une méthode qui s'appelle Bootstrap Application et je passe mon app component. Et c'est tout. C'est vraiment tout. Et c'est comme ça que je passe donc de cette structure de fichier à celle-ci. Alors, vous allez me dire effectivement que en fait, le HTML et le CSS, on pouvait déjà le mettre en inline avant. C'est vrai. Je suis un petit peu taquin sur ce sujet-là. Mais on pouvait le faire déjà avant. Mais du coup, maintenant, il est d'autant plus intéressant de le faire. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir vraiment une notion, une feature qui tient dans un seul fichier. Dans un seul fichier qui s'appelle appcomponent.ts ou voilà, myfeature.component.ts. Donc, voilà. Mais en fait, les standalone components, c'est évidemment pas que pour le app component, c'est pour tous les composants, sinon ça n'a pas grand intérêt. Et par exemple, là, j'ai fait un header component et je le passe en standalone. Voilà, c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas à le déclarer dans un module. Il vit tout seul, il est standalone. Je n'ai pas à me prendre la tête sur, attends, dans quel module est-ce que je dois le mettre, et dans ce module-là, est-ce qu'il y aura d'autres dépendances, et du coup, ça commence à faire des sacs de nœuds, etc. Tout ça, c'est terminé. Maintenant, j'ai des notions qui sont des composants qui sont parlants juste par eux-mêmes. Comment est-ce que je les utilise, ces composants-là? Et bien là, par exemple, je suis retourné dans mon app component, qui est en standalone, je le rappelle. J'importe mon header component. Ça, c'est aussi une nouveauté qui est apparue du coup avec les standalone components.
c'est qu'on a maintenant une propriété import. Et ce qu'on va mettre dans import, eh ben, ce sont mes autres composants, ou mes directives, ou mes pipes. Donc là, j'ai créé un header component, je l'appelle ici. Et maintenant, rien qu'en faisant comme ça, je peux l'utiliser directement là. Vous voyez, app header, il est dans mon template. Alors, peut-être que vous vous posez une question, c'est que c'est bizarre que j'écrive app header comme ça et pas app header chevron ouverte et app header chevron fermé, un petit peu comme le paragraphe juste en dessous. Bah justement, en fait, c'est de ça dont je faisais référence au début, c'est une des nouveautés de Angular 15.1, c'est que maintenant, les composants, on peut les mettre en mode ce qu'ils appellent self-closing. Donc, du coup, si j'ai envie, je peux mettre mon composant comme ça. Donc, vous voyez, vraiment, c'est de la simplification à tous les niveaux, quoi. Voilà. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que là, par exemple, j'ai créé un composant exemple qui s'appelle dashboard. Et en fait, rien qu'en regardant son tableau d'import, je sais c'est quoi ses dépendances. Et ça, c'est super intéressant. En fait, on rend nos composants, grâce au standalone, beaucoup plus explicites. Là, imaginez, je sais pas, ça vous est certainement déjà arrivé, si vous arrivez dans une nouvelle application Angular que vous n'avez jamais vue, vous ouvrez un composant et là, vous comprenez rien. Vous vous dites, mais attends, ce truc-là, il dépend de quoi? De quel module est-ce qu'il dépend? Dans quel module il est injecté? Dans ce module-là, est-ce qu'il y a des trucs? Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, tout ça c'est terminé. Vous ouvrez un composant qui est standalone et directement, vous voyez en fait toutes ces dépendances. Et ça, c'est super puissant. Et en plus, ça les rend plus modularisables, etc. Et au niveau de l'architecture, on va créer une architecture intéressante en démarrant de ça, une architecture qui s'appelle l'architecture Component First et qui démarre comme ça. Donc, on a notre app component, on a un dossier, un folder components, on a un folder routes, et c'est dans ces différents folders-là qu'on va ajouter nos différentes notions. Toujours en respectant quelque chose qui est clair, qui est facile à comprendre, etc. Moi, j'ai mis différentes routes. Dans routes, on a donc dashboard, login et profile. Ça, c'est différentes routes. Donc, ça veut dire que quand je vais arriver sur /dashboard, eh ben, je vais load ce composant-là. Et en haut, j'ai différents composants, input, table, qui sont partagés. C'est comme ça que je définis mon architecture, la cohérence de mon architecture. Ces composants-là, ils seront partagés dans ces trois routes-là. Et d'ailleurs, je vous conseille un petit truc pour faire la distinction entre un composant qui sert plutôt de route et des composants qui servent de composants basiques. Moi, j'aime bien renommer les composants de style route en route. Dashboard.route.ts. Vous voyez, là, je viens de le faire. Vous pouvez le faire, hein, ça marchera tout aussi bien. Et je trouve que c'est plus explicite. Mais vous avez peut-être une question, c'est et le routing, comment ça se passe? Parce que, en fait, vous vous rappelez que le routing, ça se passait dans le app module, ou dans le app routing module. Mais là, du coup, on n'a plus de module. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait comme ça. Par convention, on va créer un fichier qui s'appelle app.routes.ts. Vous pouvez l'appeler aussi app.routing.ts. Et à l'intérieur, ça marche comme avant, en fait. Hein. Ça reste un routeur Angular classique. Sauf qu'il y a un nouveau mot-clé, une nouvelle propriété qui s'appelle load component. Et celui-ci prend directement un composant, donc en import, comme ça, pour le lazy loader. Ça veut dire que quand je vais arriver sur le /login, je vais télécharger, je vais exécuter le composant login.component.ts. Il est donc lazy loadé. Et ensuite, pour brancher ça, pour que ce app.routes.ts, ce app.routes fonctionne, je dois le brancher quelque part et je le branche dans mon main.ts en tant que second argument de mon Bootstrap application, comme ceci. Et au niveau architecture, ça ressemble à ça. Mon app.routes, je le mets ici, juste à côté de mon app component. Comme ça, c'est hyper clair. Mais vous allez peut-être me poser une question, c'est qu'est-ce qu'il en est des sous-routes
Par exemple, si je vais sur dashboard slash product ou dashboard slash order, par exemple, ce qui arrive très régulièrement dans nos applications. Bah, c'est comme ça qu'on fait. Donc, on a un load children. Ça, pour le coup, ça existait déjà avant. On a un load children, sauf que cette fois-ci, bah, il ne va pas pointer vers un module, puisque les modules, entre guillemets, n'existent plus. Petite parenthèse, vous pouvez toujours les utiliser, hein. J'y reviendrai, mais vous pouvez toujours les utiliser, les ng modules, mais du coup, ils sont optionnels, en fait. Et moi, je pars du principe que ça n'existe plus parce que j'ai plus envie d'en utiliser. Le load children, du coup, il va pointer vers routes.ts, enfin dashboard.routes.ts. Et ce dashboard.routes.ts, c'est quoi? Bah, c'est comme le AppRoutes, il va expliciter des différentes routes. Il va dire que sur le pass vide, donc là je suis dans dashboard, hein, sur le pass vide, je vais charger le composant dashboard components et que ce pass vide, donc le slash dashboard, lui-même a des enfants, order et product, qui eux donc vont charger les différentes routes avec un load component. Voilà. Et au niveau architecture, ça ressemble à ça. Donc on a du coup routes, dashboard. Alors je crois que j'ai fait une petite faute, je viens de me rendre compte. Oui, non, pardon, non, c'est correct. Du coup, voilà, on a ça, on a routes, dashboard. Et à l'intérieur, moi j'aime bien remettre un folder qui s'appelle routes pour être encore plus explicite et pour dire que ce qu'il y a en dessous, c'est order et product, ce sont des routes. Et donc on a notre dashboard routes ici. Et si j'ai envie d'ajouter des fichiers qui sont en rapport avec dashboard et que avec dashboard, par exemple un garde, un service ou un store, bah, je le fais ici. Et là, j'ai fermé order et product. Et voilà, ça ressemble à ça. Je trouve que c'est assez agréable à lire, c'est très explicite. Et n'oubliez pas, hein, le côté explicite, c'est le plus important pour vos collègues. Parce que pensez à eux lorsqu'ils vont arriver sur votre code 1 mois, 2 mois, 6 mois après, ou pensez à vous-même quand vous allez revenir dessus 6 mois après. Soyez explicite, soyez très clair, quitte à faire des folders en plus qui, au début, peuvent vous sembler un petit peu verbeux. Pareil, si mon dashboard.route, donc voilà, vraiment ma page, j'ai envie de la découper en petits composants. Moi, j'aime bien faire ça comme ça. Donc là, je l'ai découpé en plusieurs composants. aside.component.ts, header.component.ts, list.component.ts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces composants-là, je les appelle uniquement dans dashboard.route.ts. Moi, donc ça, c'est l'approche component first, à ma sauce, on va dire. Et c'est comme ça que je découpe mes principes, voilà, mes différentes architectures. Si j'ai des composants qui sont réutilisables dans les sous-routes de mon dashboard, eh ben, je crée un folder components. Là, j'ai créé un folder components avec à l'intérieur card.component.ts. Et ce composant-là, ça veut dire qu'il sera utilisé à la fois dans order et product. En fait, je reprends exactement la même logique que au niveau premier. Là. Vous voyez, là, j'ai components, routes, et tout ce qu'il y a dans components, ça veut dire que c'est partagé dans routes. Donc là, dans dashboard, j'ai components et routes, et tout ce que j'ai dans components, ça veut dire que c'est partagé dans routes. Et comme ça, vous pouvez scaler, vous pouvez évoluer à l'infini, tout en restant hyper explicite. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Et d'ailleurs, je vous conseille, même si vous n'avez pas de sous-route, par exemple la page login n'aurait pas de sous-route, a priori, je vous conseille quand même de faire un .routes.ts. Et du coup, c'est juste qu'en fait, dans votre login.routes.ts, vous aurez ça. Je vous conseille quand même de faire ça. Pourquoi? Parce que ce sera systématique partout dans votre application. Et évolue. Enfin, là, au moins, ça sera créé. Quoi. Au moins, ça sera là si un jour ça doit évoluer. Avant de passer sur un autre sujet, est-ce que vous avez... On va peut-être essayer de prendre une ou deux questions, si vous en avez, sur le sujet standalone components. Et si vous n'en avez pas de souci, je passe à la suite. Si, je pense qu'on peut peut-être traiter déjà une question. Ouais.
Du coup, Kevin voulait savoir si ou pourquoi, en fait, ne pas mettre le component card dans le folder components, ça évitera d'avoir le dashboard dans le path. Je pense qu'il veut dire pourquoi ne pas mettre ça dans ce ce qui veut dire pourquoi ne pas mettre card.component.ts dans ce component-là. Si En c'est le haut, je cas, pense. si c'est le cas, la réponse elle est ok, c'est ça. En fait, c'est simple, c'est parce que ton card.component.ts, il est là dans dans mon besoin métier, il est utilisé que par order ou product, tu vois. Et du coup, par souci de clarté, je mets mes fichiers uniquement là où ils sont utilisés. Imagine, mets-toi dans la peau d'un développeur qui ouvre pour la première fois une application. Imagine que tu ouvres Components et que tu vois que dedans, tu as 300 composants qui seront utilisés dans plusieurs routes. Et ben, c'est peut-être un petit peu compliqué à gérer, tu vois. Tu sais pas trop où donner de la tête. Tandis que si tu arrives à découper un peu plus finement et de manière logique, c'est ce qu'on appelle une approche domaine-driven design. Si tu arrives à découper ton architecture comme ça, bah, c'est d'autant plus intéressant. Là, ça veut dire que Card, il est utilisé que ici, et tu sais que tu n'auras pas de side effect, d'effet de bord, autre part. C'est comme ça que tu l'utilises. Ok. Voilà. Je vois plusieurs d'autres questions. Quel est l'avantage de garder les ng modules? Alors, si tu démarres une application from scratch, aucun, clairement. Si tu démarres une application Angular 15.2 aujourd'hui, absolument aucun avantage. Si tu as déjà une application et que tu veux la migrer en mode standalone, ben voilà, le temps de la migrer, tu vas garder tes ng modules. Mais aujourd'hui, les ng modules n'ont plus aucun intérêt. Ils sont complètement optionnels. Question de Gaëtan Mallet, que je salue parce que c'était un ancien collègue à moi. Tes components, de garder les ng... Non, tes components sont au final dans folder root. Ben, mes composants, je suis pas sûr de comprendre la question. Sont au final dans folder roots. Dans roots, dans le fichier. Ben, en gros, les composants qui sont là, ils sont réutilisés dans ces routes-là. Les composants qui sont là, dans Components au plus haut, ils seront utilisés partout ici. Mais dans toutes les pages, genre dashboard, login, profile. Et pas forcément dans les sous-routes. Voilà. Et dans l'onglet questions, il y avait encore 2 autres questions. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, sur cette version d'Angular, des vulnérabilités connues et publiées? Sur les standalone components, non, ils sont stables depuis la version 15. Là, on est en 15.2. Et voilà, donc c'est stable, il n'y a pas de vulnérabilité. Je ne pense pas qu'il y en a eu à quelconque époque. Non, non. Pas que je sache, et du coup, pas que la team Angular sache non plus. Peut-être qu'il y en a, mais du coup, personne n'est au courant. Je sais pas. Ok, bon, très bien. Je te propose d'aller à la suite, peut-être. Et oui, voilà, Quentin qui voulait aussi juste savoir, il disait, si j'ai plusieurs standalone components, il faut une ligne pour chacun, pour les bootstrappers, ou la méthode pour bootstrapper prend un array de composants. Bah, en fait, quand tu vas bootstrapper ton application, c'est dans le main.ts, et dedans, tu fais bootstrap application. C'est ce que je montrais au début, la méthode bootstrap application, et tu lui passes ton composant principal que tu veux bootstrapper. En l'occurrence, ce sera toujours app component en fait. Voilà. Okay. Juste, il y avait aussi pour l'autre question avec folder roots, Franck qui disait c'est roots/dashboard/components. Je ne sais pas si ça t'explique ça mieux. Ouais, du coup, c'est ce qu'il y a c'est ce que j'ai ici en fait. Ouais, c'est un peu ce que tu disais du coup. Ouais. Et dans ton fichier dashboard roots, est-ce qu'il y a le router et le composant? Dans dashboard route, j'ai pas le routeur. C'est dans routes que j'ai le routeur. C'est pour ça que je disais vous pouvez l'appeler routing pour que ce soit un petit peu plus peut-être clair. Le dashboard.route.ts, c'est la page. Donc dedans, je vais avoir mon HTML, mon CSS, mon TS. Voilà. Ok. Bon, c'est bon, je pense, en termes de questions pour l'instant. Ouais. Merci beaucoup. Du coup. Si vous avez d'autres questions, à la fin, il y aura une autre session Q&A, donc n'hésitez pas. Exactement, ouais. Ok, on va passer à une autre
un autre sujet qui est les inject, le inject, la fonction inject. Actuellement, sans la fonction inject, si vous voulez injecter des services, des injectables, vous faites comme ça. Vous connaissez, je pense, pas besoin de m'étaler là-dessus, dans le constructeur. Grâce à la fonction inject, on passe à ça. Private product service égale inject product service. Ça, c'est la fameuse fonction inject. Inject vous permet donc de y mettre un injectable, et ici, c'est product service. Ça fait exactement la même chose, sauf que on se passe du constructeur. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut utiliser inject dans quelque chose qui n'est pas une classe. Ok? Ça, c'est hyper important. Et c'est notamment l'intérêt de inject, c'est qu'on peut injecter des injectables dans autre chose que des classes. Et ça, c'est super intéressant. Parce que ça ouvre les voies vers ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors, juste avant, du coup, ça nous permet de faire des trucs comme ça, par exemple. Par exemple, voilà, j'ai mon product service qui expose un observable qui s'appelle product. Je peux faire ça. Tandis qu'avant, je devais faire comme ça. Constructeur, private, product service. Et là, je dois faire un product égale this.productservice.product. Vous voyez le gain, quoi. Bon, vous allez me dire, bon, ok, quoi, c'est un gain d'une ligne, c'est pas fou. Je suis d'accord. On est d'accord là-dessus. Mais au moins, on sait qu'on peut faire ça, et ça peut être intéressant plus tard. Notamment pour ce qu'on appelle les gardes fonctionnels. Un garde, si vous ne connaissez pas dans Angular ce que c'est quelque chose qui se place dans le routeur, ici. Là, je le place au niveau de dashboard, par exemple, via une propriété qui s'appelle canActivate. Et dans canActivate, je lui passe isLoggedInGuard. Et le canActivate, c'est un peu le videur de boîte de nuit. C'est lui qui est à l'entrée de la route, de la page dashboard, et qui va autoriser ou non l'utilisateur à accéder à cette page. C'est-à-dire que si isLoggedInGuard renvoie true, alors oui, l'utilisateur a le droit de rentrer. Si ça renvoie false, il n'a pas le droit. Donc ça existait déjà depuis longtemps. Hein. Enfin, ça existe depuis le début, les gardes. Très rapidement, un garde avant, ça s'écrivait comme ça. Donc c'est une classe. Et dans cette classe, on a une fonction canActivate. Et cette fonction canActivate, elle doit renvoyer un booléen true ou false. Donc là, par exemple, elle retourne this.hostservice.isLoggedIn. Donc on va imaginer qu'on a un service d'authentification qui a un isLoggedIn. Donc est-ce que je suis connecté? Je pipe isLoggedIn if c'est pas le cas. Et si je ne suis pas connecté, je renvoie l'utilisateur sur login. Parce que voilà, je ne suis pas connecté, du coup, je le renvoie je ne suis pas autorisé, du coup, je le renvoie sur la page login, pardon. Et je return isLoggedIn qui est en l'occurrence false si je ne suis pas logué et true si je suis logué. Ça, c'est comme ça qu'on écrit les gardes qui sont non fonctionnels. Maintenant, on va voir ce que c'est qu'un garde fonctionnel grâce à la fonction inject. OK ? Alors, pas tout de suite, du coup, pardon. Donc, du coup, oui, d'abord, vous pouvez injecter directement, voilà, c'est ce que je disais. L'intérêt de la fonction inject, c'est que vous pouvez l'injecter dans quelque chose qui n'est pas une classe. Et là, c'est ce que je fais. Je peux faire inject hostservice.isLoggedIn. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est fou, quoi. C'est un gain de folie parce que on passe d'un énorme pavé à juste ça. Donc là, juste avec ça, ma route, elle est gardée. Bon, après, c'est un petit peu fallacieux ce que je suis en train de vous dire parce que ça ne fait pas tout à fait le même taf. On a vu que dans l'autre cas, je redirige sur la page login si je ne suis pas logué. Du coup, ce n'est pas tout à fait équivalent. Pour le rendre équivalent, je peux créer une fonction que je vais injecter ici. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé une fonction qui s'appelle isLoggedIn et qui est de type canActivateFunction, FN. Et cette fonction, elle renvoie, voilà, donc j'y injecte le routeur, j'y injecte isLoggedIn,
via la fonction inject. Vous voyez, j'ai pas de constructeur. C'est fini. Plus de constructeur. Et maintenant, j'ai juste à faire ça, en fait. If isLoggedIn, il est false. En fait, c'est le même code qu'avant, en fait. Tout simplement. Je ne vais pas vous le remontrer, mais voilà. Mais l'intérêt, c'est que c'est hyper simple, c'est plus court, c'est plus facilement lisible. Et encore une fois, hein, en tant que développeur externe qui vient du monde back-end ou qui vient d'un autre framework, c'est plus facile de raisonner en mode fonction qu'en mode classe, dans quelques mesures. Et du coup, là, j'ai juste à passer le isLoggedIn guard, qui est donc ma nouvelle fonction, que je viens de vous montrer à l'instant, ici. Et ça marche. On est tout pareil. Donc au niveau code, on est passé de ça, cette grosse classe, à ça. Donc ce qu'il faut retenir de la fonction inject, c'est qu'on peut l'injecter dans autre chose que des classes. Et donc peut-être que Angular va se tourner vers du functional programming, à voir. Et ce qui est super intéressant du fait que ce soit aussi une fonction qu'on peut utiliser plutôt qu'une classe, c'est qu'on peut lui passer des paramètres. Et ça, c'est hyper puissant. Là, j'ai créé une fonction de type guard qui s'appelle hasRole, et je lui passe admin. Avant, je ne pouvais pas. Avec mes guards qui sont une classe, je ne peux pas passer un paramètre à une classe. Là, je peux, parce que c'est une fonction. Donc, je passe la fonction. Et du coup, ma fonction hasRole, elle ressemble à ça. J'y injecte le user service, je lui chope le rôle que j'ai mis dans user role. Et ici, je return userRole.pipe. Donc là, userRole, c'est la valeur actuelle de mon rôle user. Et je vérifie est-ce que mon user role est égal au rôle que j'ai passé dans mon paramètre. Donc comme ça, je peux protéger j'ai pas besoin d'avoir un isAdmin guard, un is je sais pas quoi guard. J'ai un hasRole et je lui passe les paramètres que je veux. Je sais pas si vous imaginez toute la puissance que ça peut avoir. Et je le mets ici. Moi, j'aime bien les mettre ici au niveau architecture, dans Features, user.guards.ts, et ici, je mets isLoggedInGuard, hasRoleGuard, etc. Je vais accélérer un tout petit peu parce que je vois que je suis un petit peu short au niveau du temps. On va, si vous le voulez bien, réserver les questions pour la fin. Et voilà. Quelques autres notions très rapidement sur ce qui existe aujourd'hui avec Angular. On a la composition de directives. Ça veut dire qu'une directive peut étendre une autre directive pour que ce soit moins verbeux ou pour avoir des capacités en plus. C'est intéressant, je vous invite à regarder. NGSRC, c'est une directive qui permet de rendre les images plus performantes parce qu'elles sont lazy loadées quand il le faut. Une meilleure stack trace. Quand vous avez une erreur dans votre console, c'est devenu plus explicite, on comprend mieux l'erreur d'où elle vient. Ça existe dès aujourd'hui, du coup, tout ça, tout ce que je vous montre. Et ESBuild, c'est un nouveau compilateur en plus de Webpack. Vous pouvez l'utiliser à la place de Webpack. ESBuild, et il est disponible, si je ne dis pas de bêtises, depuis la version 15.1 de Angular. Et c'est plus rapide, bien plus rapide que Webpack. J'ai créé un Discord AngularFR. Je fais un petit peu de promo pour ce Discord. Je vous l'envoie dans le chat. Il y a 2 semaines, j'ai créé ce Discord qui s'appelle Kevin Tail Community. Et vous allez y retrouver, donc voilà, c'est purement francophone et c'est sur Angular. Vous allez y retrouver plein de trucs. Vous allez y retrouver de l'entraide. Si vous avez des questions sur Angular, c'est là où il faut aller. Des tips, plein de choses, des opportunités de boulot, parce que moi, je reçois souvent des offres sur Malte ou sur LinkedIn, donc je vous forwarderai ces trucs-là. Voilà, donc tout un tas de choses. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Je l'ai créé il y a 1 semaine, 10 jours. On est déjà 25 et je compte aller vers les 100 d'ici cet été. Donc, je vous attends nombreux et nombreuses. Hop. Angular 16 et au-delà. Donc ça, c'est un sujet hyper intéressant qui est en train de se passer. Plein de choses super intéressantes. Donc, je suis hyper
hyper excité. La réactivité a été rework grâce au signal. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que ça pourrait être un talk à part entière, mais les signaux, peut-être que vous en avez entendu parler, ça a fait énormément de bruit sur LinkedIn, sur Twitter, etc. C'est quelque chose qu'ont implémenté l'équipe Angular chez eux pour gérer leur réactivité et leur change detection. La change detection, c'est quoi? C'est tout simplement, vous avez une propriété qui est utilisée dans votre template, dans votre HTML. Si cette propriété, elle change, Angular, il fait un truc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu velu. Ça parle de Zone.js, etc. Peut-être que vous avez bien entendu parler. Mais j'en parlerai avec plaisir dans mon Discord, donc venez. Donc, Angular doit faire un check global sur tous ses composants affichés à l'écran, affichés dans son DOM, pour regarder ce qui a été modifié. Grâce au signal, il y a uniquement ce qui a été modifié qui est changé dans le HTML. Donc, c'est un paradigme qui existe dans d'autres frameworks, notamment Solid.js, qui est super intéressant. Et non, c'est pas tout à fait pareil que les React, parce que React ne fonctionne pas de la même façon que Angular, parce qu'il a un virtual DOM. Et il ne check pas l'état, il va juste remplacer en fait ce qui a été modifié. Voilà. Mais juste à l'endroit où ça a été modifié. Et c'est pour ça que les signals, ça va être beaucoup plus performant que ce qui existe actuellement, mais c'est pas encore sorti. Voilà, c'est toujours en construction, l'API n'est pas encore 100% définie, mais ça va bientôt arriver. Je pense que ce sera, enfin, c'est pas je pense, c'est que ce sera dans Angular 16. Second gros sujet, pour le coup, on n'a pas beaucoup d'infos, on a très très peu d'infos, c'est le côté SSR et hydration. Peut-être que vous avez déjà utilisé Angular Universal, c'est pour le server-side rendering, donc SSR. C'est pour rendre votre HTML côté serveur. Et en fait, c'est un peu le bazar, Angular Universal. Et surtout, ça ne fait pas du tout le poids face à la concurrence. Next.js, un autre framework par-dessus React, ils font ça super bien. Angular est complètement à la traîne sur le sujet SSR, ils en ont carrément conscience et ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, Angular 16, je pense qu'on aura les prémices de ça, et Angular 17, je pense que ce sera stable ou voilà. Ils vont aussi améliorer la documentation et les schématiques, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc la documentation, elle est un peu affreuse, quoi. C'est un peu compliqué. Et les schématiques, c'est quoi? C'est quand vous avez déjà utilisé une schématique, c'est quand vous faites ng generate component, par exemple, ou un ng new, c'est une schématique. C'est de la génération de code automatique. Et du coup, ils vont en créer des nouvelles. Ils vont faire de l'investigation sur les bundlers modernes. Donc, je parlais de ESBuild plus tôt. Et je crois qu'ils vont aussi voir pour RSPack. RSPack, c'est quoi? C'est la nouvelle version de Webpack, entre guillemets, qui a été réécrite en Rust. Rust, c'est un langage de programmation bas niveau, très bas niveau, qui est ultra performant. Et donc, ce bundler Webpack version 5 a été réécrit pour la version 6, a été réécrite en Rust, et ça s'appelle RSPack. Donc, je crois qu'ils sont en train d'investiguer là-dessus. Et ils sont aussi en train d'investiguer sur un autre bundler qui s'appelle Vite, qui est le bundler qui a été créé par Evan You, qui est le créateur de Vue.js. C'est super. Vite, le bundler, il est incroyable. Il est, comme son nom l'indique, ultra rapide. Et donc, voilà. Et enfin, ils sont en train d'investiguer sur l'architecture micro-fontaine. En quelques mots, le micro-fontaine, c'est quoi? C'est, vous avez une application monolithe, et ben vous pouvez la découper en plusieurs sous-applications qui vont discuter avec un shell commun, enfin pas un shell, un host commun. Et voilà. Donc ils sont en train de réfléchir à une architecture qui pourrait faire en sorte que ce soit intégrable facilement au sein de Angular. Et c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions sur tous ces sujets?
Bah, d'abord, merci beaucoup. Du coup, Kevin, c'était super intéressant et je pense qu'il y avait vraiment pas mal de gens qui étaient vraiment investis là-dedans, qui avaient plein de questions. Bah, là, pour l'instant, il y avait juste une question de plus de Jonathan qui voulait savoir si Angular est adapté aujourd'hui aux problématiques d'éco-conception. C'est une super question. Alors, je sais que Google, du coup Angular derrière, ils sont carbone, comment on dit, carbone négative? Non, carbone neutral, un truc comme ça. Bref, je sais que Google, ils sont hyper alertes sur ces sujets-là. Donc, du coup, j'imagine que Angular aussi. Mais c'est une super question. Ils n'ont jamais trop évoqué ces sujets-là. Mais vu qu'ils dépendent d'une boîte qui l'est complètement, j'imagine qu'ils rentrent ils doivent rentrer, ils sont obligés de rentrer dans ces process-là. Donc j'imagine que oui. Ok, super. Et qu'est-ce qu'il y avait encore comme question? Je pense que les plus grandes questions étaient traitées. Ah oui, Yacine, est-ce que l'utilisation d'un store est toujours pertinente, tel que NGRX, Akita, Elf, etc. Oui, je pense qu'il fait référence, je pense que tu fais référence du coup enfin, je pense que cette question, tu la poses parce qu'elle est signale. Oui, complètement. C'est toujours très très pertinent parce que c'est pas la même chose. En fait, les signals, c'est vraiment juste pour des questions de performance. Ça va pas te régler tes soucis de reactivity, de developer experience, de séparation, voilà, de séparer tes actions de tes réduceurs, de tes effects. C'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Donc oui, d'ailleurs, l'équipe de NGRX a proposé sa première version de NGRX sous Signal, qui utilise les signals. Et donc, ils ont montré ce à quoi ça pourrait ressembler, l'API, donc la façon de l'utiliser. Et ça a l'air hyper intéressant, ça a l'air beaucoup plus agréable à utiliser. Si jamais tu as utilisé Component Store, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, mais la réponse est oui, complètement. Continue à utiliser celui que tu veux, les trois que tu as cités sont très très bien. Celui avec lequel tu es plus à l'aise. Super, merci beaucoup du coup, Kevin. Je pense que c'était ça aussi pour les plus grandes questions. Si quelqu'un, on a encore une autre, on a encore 5 minutes si vous voulez. Moi, j'ai vu qu'il y Ça a fait 10 Gaëtan qui minutes. a posé la question. Indice de confiance à Ah migrer oui, sur du 15 aujourd'hui. ouais. 100%. 100%. Et là, ils sont en 15.2 depuis. En fait, ils vont passer en 16. Hein. Dans 2 mois, ils vont passer à la 16. Oui, oui, vas-y, hein, fonce, fonce vers la version 15 parce qu'elle est stable, 100% stable. Puis tu sais, tu peux utiliser la version 15 sans utiliser les NG, enfin, sans utiliser les standalone components, etc. Ils font très attention à pas faire des breaking changes. Donc, oui, oui, vas-y, sans peur, sans peur et sans reproche. Très bien, cool. Bon, il y a encore Julien qui... Ah oui, je vois qu'il y a encore deux, trois personnes qui sont en train de taper peut-être des petites questions. Il prévoit une migration automatique, il me semble. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, migration de quoi, mais je pense que si tu parles des standalone components, oui, et c'est oui. Ok, donc tu Mhm. parles bien de ça. Oui, c'est déjà le cas en fait. Merci Gaëtan. Euh, oui, c'est déjà le cas. Tu as une schématique qui te permet de passer en mode standalone components. Je n'ai jamais testé parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire, enfin le besoin. Mais tu as une schématique qui te permet de passer des ng modules au standalone components. Donc ouais. Cool. Ah, je vois. D'accord. Tu penses dans combien de temps les NG modules seront Ouais. deprecated? C'est une excellente question et je ne sais pas. La réponse, c'est je ne sais pas. Et je ne sais même pas si c'est une volonté de leur part, parce que tu imagines, s'ils deprecated les NG modules, ça va faire énormément de breaking changes. Enfin, après, ils peuvent faire des déprécations qui qui ne cassent pas, qui n'entraînent pas des erreurs. Je ne sais pas c'est quoi leur volonté. Je pense qu'à long terme, leur volonté, c'est vraiment de s'en passer. Parce qu'en fait, si tu veux, les NG modules, ça les freine dans leur expansion. C'est à cause de ça qu'ils ne peuvent pas utiliser, par exemple, vite le compilateur. C'est à cause de ça. Enfin, notamment. Et du coup, je pense que leur volonté à terme, ce sera de s'en passer à 100%, quoi.
Mais tu as le temps, hein. Je pense que ce sera vers la version 17, 18, 19 qui commenceront à en parler, quoi. Au doigt mouillé, hein. Je vous dis ça, je pense, hein, je suppose. Puis, on a encore 2 autres questions. En ce qui concerne la fonctionnalité inject, dans quelle version d'Angular a-t-elle été ajoutée? Alors, ça existe depuis longtemps, Inject. Je pense depuis la version 9, un truc comme ça, mais la version telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle permet de faire, c'est depuis la 14. Voilà. Donc depuis le 2 juin 2022, si vous avez suivi mes slides. C'est très précis. Super. Et sur les standalone, on a toujours les résolvés. Les résolvers. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Oui. Comme les gardes, oui, tout à fait. Cool. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Kevin, aussi de ma part pour cette présentation. Il y a déjà, je pense, pas mal de gens qui ont dû partir, mais aussi qui ont dit merci pour la présentation, que c'était très clair. Je suis d'accord, du coup, c'était vraiment super aussi avoir l'option d'avoir déjà 2-3 questions, je pense, entre-temps, c'était super. Et voilà. Question d'Ibrahim. Il y a encore une autre question? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Ouais, c'est Ah, bête. Grégory, la migration auto vers les standalone gère aussi les tests type Jest. Ça, c'était encore une question. Ok, je savais. C'est une question ou c'est une affirmation? Parce que je n'ai pas la réponse. Je pense. Je sais pas. Ouais. Ce Je serait pense que c'est une incroyable. question. Ouais. Ce serait bien. Bah, en fait, je pense. Je sais pas. Là, je suis complètement dans l'expectative. Je sais pas. J'ai pas la Question, réponse. ouais. Ok. Bon, ça marche aussi. Et Gaëtan, il dit, question d'Ibrahim, what about injectable context? Ouais. Merci du coup, parce que moi, je ne l'ai pas vue. Elle doit avoir été... Parce qu'en fait, on a les 2 onglets questions et chat. Ouais. Et peut-être c'était tout en haut. Ouais. Bon, du coup. Bah, je sais pas c'est quoi exactement. Je sais pas c'est quoi exactement Ah, la question. Les contextes, enfin les injectable context. Peut-être que tu parles des tokens. Bah, ils sont toujours là. il a posé sur votre Teams, du coup. Bah, alors, parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas la poser, du coup. Alors, est-ce que tu peux la poser peut-être maintenant? Comme Ouais, ça, on peut n'hésite pas, traiter Ibrahim, ça hein. comme dernière question. Comme ça, ouais. Et si vous en avez d'autres, ben, vous pouvez me contacter sur Twitter ou sur le Discord, du coup. Le lien, je peux me permettre de le remettre, le lien, Ariane? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est trop bien, ça peut aider les gens et tout. Et d'ailleurs, je ferai sûrement un AMA, Ask Me Anything, d'ici une semaine, un truc comme ça. On se prendra 45 minutes pour faire juste une session Q&A. Si vous avez d'autres questions comme ça, j'y répondrai avec plaisir. Du fait qu'on ne peut pas injecter en plein milieu du code, aka dans une méthode. Qu'on ne peut pas injecter en plein milieu d'une... Ah, le inject? Oui, ok. Mhm. Oui, en effet, tu peux pas. Et je crois que tu peux toujours pas. Genre dans le ng on init, je crois que tu peux pas le faire si je dis pas de bêtises. Et ça dépend du coup ouais, c'est effectivement une question de contexte d'injection. Des confrères à moi, ils répondront certainement mieux que moi, mais en effet, tu peux pas le faire dans un ng on init parce que cette méthode, c'est pas un contexte d'injection. Donc ça ne te permet pas de le faire. Ok. Et le module fédération marche toujours avec les standalone components? Ouais, en effet, il y avait une issue là-dessus. Je crois que c'est toujours pas résolu, hein. J'ai pas suivi l'affaire, mais je sais qu'il y a 2 mois, un truc comme ça, c'était pas possible. Je sais pas si cette issue elle a été fixée ou pas, mais je crois pas. Ok, Voilà, je pense pas, malheureusement. ok. Ils veulent remplacer ça avec les micro front-end. Ouais, oui, leur nouvelle architecture, ben, on n'a pas du tout eu d'infos là-dessus. On sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Donc, affaire à suivre. Ok, Mais ouais. d'accord, Mais j'ai hâte parce que d'accord. ça va être vachement intéressant, du coup. Bon, super intéressant. Ce sont vraiment des sujets ouais, voilà, qui sont pertinents. Alors, merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça pendant 1 heure. Je pense qu'on a beaucoup appris pendant 1 heure, peut-être même tout Trop cool. dessus. Super, bah, je suis Alors, content. du coup, c'est cool. Et voilà, merci pour ton temps, Kevin. Merci à tout le monde qui est resté même jusqu'à Merci la à fin. tous. C'était vraiment trop bien.
Du coup, je vous ai mis aussi l'adresse mail générale de Malte si vous avez des questions sur Malte, si vous avez des questions ou aussi des idées sur des sujets tech ou autres pour des webinaires. On est toujours là aussi pour avoir du feedback et tout. Comment est-ce qu'on récupère les slides? Alors du coup, je ne sais pas si toi, Kevin, tu veux partager les slides Ouais, avec je veux bien, quelques je veux gens. bien le partager. Si peut-être les gens peuvent te contacter aussi sur LinkedIn au cas où, et sinon, comme ça, tu vois, tu peux leur envoyer les Oui, slides. oui, voilà, parce qu'il Ou faut, sur Discord. faut que je les Ouais. exporte. Ouais, sur Discord, ouais, bien, bien vu, Anne. Mhm. Venez Très sur bien. Discord. Voilà, si vous voulez, venez Mhm. sur Discord, je vous l'envoie. Sinon, envoyez-moi un message sur LinkedIn ou sur Twitter. Et puis, vous tapez Kevin Tail, T-A-L-E. Et je vous envoie ça avec plaisir. Le temps que Et l'exporte. le replay pour tout le monde là qui, en fait, qui demande, du coup, il y aura un mail, un follow-up mail demain, et vous allez avoir le lien à la vidéo, au recording, que, en fait, on va mettre sur YouTube. Sur YouTube, vous trouvez sur la chaîne YouTube de Malte plein de vidéos, plein de webinaires qu'on a déjà fait, peut-être aussi d'autres sujets tech qui vous intéressent. Du coup, merci de nouveau à tout le monde, à toi Kevin, c'était vraiment un plaisir de t'avoir Merci et beaucoup, voilà, Ariane. je vous souhaite tous une très belle journée, un très bel après-midi du coup et à la prochaine fois. Merci à tous. Au revoir, à bientôt.